typiquement les complots du type on n'est jamais allé sur la Lune. Putain, celui-là c'est mon ou, préféré. Voilà, le on 11 en a parlé septembre. l'autre soir. Vous êtes au courant de la news de la semaine là-dessus? Ah non, mais je suis infiltré dans des groupes Facebook, moi, de flatterseurs, là, etc. moi- J'adore, j'espionne. là, Sama, il va Ah, la vas-y, chambre. vas-y, Je suis envoie. en flip total. En tant que collaborateur officiel de la NASA, Paolo Attivissimo est une voix particulièrement importante dans le débat mondial concernant le programme Apollo. Il y a aussi Jay Windley, responsable du site Clavius, et les fameux Mythbusters qui ont consacré une émission tout entière à démonter la théorie du complot lunaire. Toutes ces personnes non seulement soutiennent que nous sommes bien allés sur la Lune, mais avancent qu'il existe des preuves irréfutables qui le démontrent. Nous commencerons donc par étudier ces preuves en les analysant une par une. La première preuve régulièrement citée en faveur des missions Apollo se présente sous la forme d'un raisonnement. S'il est vrai que la NASA a truqué les voyages lunaires, disent les débunkers, pourquoi donc les soviétiques se seraient-ils tus au lieu de le dénoncer devant le monde entier? I russi sono stati zitti perché? Nessuno ce lo sa spiegare. En réalité, il existe plusieurs raisons pour lesquelles les soviétiques n'auraient de toute façon pas dénoncé le canular lunaire. La première est qu'étant donné leur position, personne au monde ne les aurait crus. Essayez d'imaginer si réellement les Russes, qui venaient tout juste de perdre la course à la conquête spatiale, avaient dit que la NASA n'était pas allée sur la Lune. Les Américains les auraient immédiatement ridiculisés devant le monde entier en les traitant de mauvais perdants. Avec plus d'1 demi-milliard de personnes qui avaient assisté à l'alunissage à la télé, il aurait été extrêmement facile de les faire taire. Si les doutes étaient venus d'une nation neutre, alors certains auraient éventuellement pu la croire, mais venant de la nation qui venait tout juste de perdre la course à la Lune, personne ne les aurait pris au sérieux. Il existe une deuxième raison, encore plus importante que la première, pour laquelle les soviétiques n'avaient pas forcément envie de dénoncer le canular américain. Alors que les missions Apollo étaient toujours en cours, des négociations avaient commencé entre soviétiques et américains pour un programme spatial commun. Allez, renvoie parce que Je suis j'adore. en flip total. Donc, cette semaine, Vladimir Poutine... Ça part bien. Non, mais la vidéo, elle est oufissime. A eu une démo par Google. Google Bard. En Russie, d'une IA qui peut déterminer en live si une vidéo est fake ou pas. Notre système permet d'identifier ces fake news et lutter contre ces photos. On a fait notre propre système. Par exemple, regardez ici, le système Google, ici, elle marque par rouge les parties qui sont fausses, alors que la photo qui est réelle, elle ne pose pas aucun problème à ce système. Donc, regardez tout ce qui est absolument extraordinaire. Regardez, ce système, il examine un grand nombre de facteurs et montre qu'il y a effectivement des parties qui sont fausses sur cette photo. Ok. Ok. Et Poutine, il demande à Poutine quelle vidéo on met. Il dit, Non. mettez l'atterrissage sur la Lune. Non. Et là, Google, en live, Non. dit que la vidéo est fake. Bizarre. Panique des ingénieurs de Google. Oh là 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 là. Et Poutine, il est comme ça. Genre... Alors, est-ce que ça serait pas un complot Mais attends, c'est du trop... staff de Poutine? Ouais, mais c'est trop drôle. C'est-à-dire qu'ils ont infiltré Google et... Ouais. Tu vois... ouais. Ah, c'est drôle par contre. Et les mecs de Google... La vidéo est sur Twitter, vous pouvez la voir. La tronche qui tire. Fait curieuse s'est produite. Quelques instants après le décollage, l'un des astronautes a allumé un magnétophone portable qui se trouvait dans la cabine pour avoir un fond musical. Comme on peut l'entendre, la musique provenant du magnétophone est parfaitement audible, tandis que le moteur, qui à cet instant est à son maximum de poussée, n'émet aucun son. Question. Étant donné, comme le confirment d'ailleurs les débunkers eux-mêmes, que les astronautes sont littéralement assis sur le moteur placé à l'intérieur de la cabine, pourquoi n'entendons-nous rien pendant le décollage?
Étant donné que lors du décollage d'Apollo 15, on distingue clairement la musique provenant d'un petit magnétophone dans la cabine. Comment se fait-il que l'on n'entende aucun bruit de moteur ? Le redécollage de la Lune est sans doute le moment le plus délicat de toute la mission. Les astronautes doivent garder une concentration maximale et doivent pouvoir communiquer entre eux instantanément si quelque chose se passe mal. Pourquoi alors mettre en danger leur propre sécurité en faisant retentir cette musique dans la cabine et en risquant ainsi de perdre leur concentration et de ne pas pouvoir communiquer clairement entre eux? Китайского лунохода у нее особенных вопросов не вызывает. А это то, что кажется не настоящим? Да, да, вот то, что красное. Это как гугловская, не наша. Так, чтобы не было предвзятости. Удивительно, но там точно вот... Она смотрит по очень много параметров, в том числе там, падение светотеней и так далее, и показывает, что инкорпорировано в фотографии. Mais laisse tomber. Donc la NASA a fait un communiqué de presse qui est encore pire, puisque la NASA dit oui, la vidéo est fausse, parce que la vraie vidéo a été perdue, et donc on a dû faire une copie d'une fausse vidéo avec des caractéristiques de fausse vidéo, parce qu'on n'a plus l'original, mais on a été sur la Lune. Now, nearly 40 years after the first moon landing, NASA has confessed that the original film depicting Neil Armstrong's giant leap has been lost. Well, not lost, says NASA, just can't be found. Et vous pouvez aller voir. Checker immédiatement ce que tu dis. Ce que tu veux. Parce que là, ça me paraît tellement immense. C'est sérieusement. Et Elon Musk, qui vient commenter à tout ça, je vais te donner le tweet Fred, dit, l'air de rien, en toute détente, ah bah ok, je comprends mieux, parce que quand je vois à quel point c'est difficile d'aller sur la Lune avec la techno d'aujourd'hui, ça serait pas étonnant. It will not be a surprise that moon landing was a fake. Et toutes les photos également sont publiques sur le site de la NASA. J'adore toutes ces preuves, je suis avec toi. Je suis d'accord. À quel moment c'est pas... Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi t'arrives même pas à imaginer que ce soit possible, que ce soit pas vrai. Et Parce que ça aurait comme conséquence sur ta psychologie? Alors, pourquoi j'arrive pas? Parce que ça insulte ma pensée critique. Et tu vois, c'est un point... Tu t'es fait niquer. Tu vois? Ta pensée critique s'est fait niquer au plus haut point. Comment tu le prends? Parce que moi, je pète le câble du siècle, je vous préviens. Ouais, je pense que je pète un câble. Ah, mais laisse tomber. Ouais, je brûle les US. Mais là, moi, c'est le point de mon retour, ça. Une autre preuve souvent avancée en faveur des alunissages est celle des roches lunaires, c'est-à-dire tous les exemplaires de matériel rocheux que les missions Apollo auraient rapportés sur Terre. Étant de composition différente de celle des roches terrestres, disent les débunkers, les roches lunaires sont la preuve tangible que l'homme a vraiment été sur la Lune. Le site de debunking Clavius écrit ceci. Les échantillons de terre lunaire rapportés par les missions Apollo sont considérés par beaucoup comme la preuve la plus convaincante de la réalité des missions. Sur son propre site, la NASA écrit « Les roches lunaires et le bon sens montrent que les astronautes d'Apollo ont vraiment marché sur la Lune. » En réalité, ces soi-disant roches lunaires en elles-mêmes ne démontrent rien du tout. Même si l'on accepte le fait que leur composition est différente de celle des roches terrestres, il faut rappeler que de nombreuses météorites provenant de la Lune ont été découvertes en Antarctique. Well, I got a phone call once, a fellow at the Smithsonian, and he said, Jerry, we have now a meteorite which I just brought back from Antarctica, which is from the moon. The whole assembly of scientists attacked this object, and at the end of a year and a half, the conclusion was it was a moon rock. It was unambiguously a moon rock. Il est d'ailleurs assez curieux de voir que Werner von Braun, avec d'autres collègues de la NASA, a visité l'Antarctique précisément en 1967, un an avant le début des missions lunaires. Comme le rapporte la New World Encyclopedia, cette expédition fut la première à ratisser systématiquement la surface gelée à la recherche de météorites que l'on disait provenir de la Lune, et qui devaient par la suite être utilisés comme matériaux de référence. Rien n'empêche donc que ces matériaux de référence aient été utilisés comme des originaux après les missions Apollo. De plus, il est également possible que la différence de constitution des roches lunaires ait été obtenue sur Terre par des traitements particuliers, comme le suggère Bill Wood, un ingénieur aérospatial. And then I think the vast majority of the hundreds of pounds of moon rocks that we claim to have are made here on Earth
They can be irradiated or exposed to a vacuum or modified in certain minor ways so that they appear slightly different. De fait, en 2009, l'affaire a fait sensation lorsqu'on s'est aperçu qu'une roche lunaire donnée par les Américains au musée d'Amsterdam était en réalité un morceau de bois pétrifié. Un faux de mauvaise qualité donc, présenté au monde comme si c'était une rare et précieuse roche lunaire. Il existe une série entière de photographies prises à contre-jour où toute la zone du LEM dans l'ombre est malgré tout parfaitement éclairée. Comme on le voit, la luminosité de l'astronaute qui se trouve dans l'ombre est pratiquement égale à celle du terrain dans le fond, qui lui est éclairé directement par les rayons solaires. Non seulement cela serait impossible sur Terre sans l'usage de panneaux réfléchissants, mais ce résultat est encore plus inexplicable sur la Lune où il n'y a pas d'atmosphère présente pour servir de seconde source de diffraction. Autrement dit, alors que sur Terre nous avons à la fois le terrain alentour et l'atmosphère qui reflète la lumière sur le sujet dans l'ombre, sur la Lune, seul le terrain reflète la lumière car le ciel est complètement noir. Et la surface lunaire est notoirement peu réfléchissante étant donné qu'elle ne peut renvoyer seulement que 8% de la lumière qu'elle reçoit. Et en fait, la NASA elle-même, dans ce document de 1964, écrivait « Il y a une caractéristique associée au vide quasi absolu à la surface de la Lune qui pourrait s'avérer très importante pour les photos. Il n'y aura pratiquement aucune diffusion de lumière. Et vu que la surface de la Lune est peu réfléchissante, les sujets photographiés se trouveront soit en pleine lumière, soit dans l'ombre la plus pleine et complète. » Autrement dit, d'après la NASA, la partie dans l'ombre du LEM aurait dû apparaître plus ou moins comme ceci. Au lieu de cela, nous avons une telle abondance de luminosité qu'on peut voir très clairement les détails, même ceux placés dans les zones d'ombre. Ce photomontage, créé par la NASA en assemblant différents clichés de la même séquence, montre très clairement la situation sur le terrain. La source de lumière étant située derrière le LEM, on ne comprend pas bien ce qui peut avoir illuminé de manière aussi substantielle la partie dans l'ombre du module lunaire. Pourtant, certains débunkers, sans même être des photographes professionnels, insistent pour dire que le reflet sur le sable pourrait fournir suffisamment de lumière pour éclairer la partie sombre du LEM. Conspiracy theorists are saying that the shot had to have been faked using a fill light. Personally, I think it's because the moon's surface is reflective. Pour démontrer cela, les Mythbusters ont fait une expérience à échelle réduite dans le but de reproduire en studio les photographies des missions Apollo. All right, you ready? I'm set. All right, here we go. Taking the photo. Let's see. There it is. Oh, there you go. He's standing full on in the shadow, and you'd think you wouldn't be able to see him. He'd be dark, but he's not. He's in brightest day. With a single light source, with the surface of the same reflectivity as the moon, our astronaut is clearly visible, busting that myth. Mais les Mythbusters ont commis une grossière erreur. Après s'être tant préoccupés de retirer toute source possible de reflets à l'aide du papier noir, ils ont tout simplement oublié d'éloigner celui des deux qui porte une chemise blanche. Naturellement, cette chemise blanche sert d'énorme réflecteur de lumière par rapport à la zone ombragée du LEM. La même expérience, refaite par des photographes russes, montre bien l'importance de la présence d'un vêtement blanc qui reflète la lumière sur l'astronaute. Dans tous les cas, le problème n'est pas simplement de réussir à voir l'astronaute dans l'ombre. Comme le savent tous les photographes, pour mieux voir dans l'ombre, il suffit d'ouvrir le diaphragme de l'objectif. Le problème ici était d'équilibrer la luminosité de la partie ombragée avec le sol éclairé directement par la source de lumière. En regardant le résultat de plus près, on découvre que les Mythbusters ne sont pas du tout parvenus à équilibrer la luminosité du fond avec celle de l'astronaute. Comme on peut le voir dans ce comparatif, le sable éclairé par le soleil est plus sombre sur la photo de la NASA et plus clair sur celle des Mythbusters, alors que l'astronaute est plus clair sur la photo de la NASA et plus foncé sur celle des Mythbusters. Autrement dit, il y a un écart beaucoup plus grand entre ombre et lumière dans la photo des Mythbusters que sur celle de la NASA. Sur cette autre image de la série, on voit clairement que l'astronaute dans l'ombre est décidément plus sombre que le terrain éclairé directement par la source lumineuse. C'est un résultat très différent de ce que nous voyons sur les photos des missions Apollo. Par conséquent, et encore une fois, les Mythbusters ont démontré l'exact opposé de ce qu'ils voulaient prouver. C'est-à-dire que sans lumière additionnelle, il n'est pas possible d'équilibrer correctement la luminosité de la partie dans l'ombre et de la partie éclairée.
même en utilisant la chemise blanche de l'un des deux pour refléter la lumière. En tout cas, la thèse que le sable soit suffisant pour éclairer la partie du LEM dans l'ombre peut être réfutée aisément en utilisant les propres images de la NASA. Il suffit de regarder d'autres photos prises avec la même source de lumière, qui devrait donc être le soleil, pour voir que la partie du sujet à l'ombre reste presque entièrement noire. Si le sable avait vraiment ce pouvoir réfléchissant magique, cette partie de rocher devrait avoir plus ou moins la même luminosité que le terrain dans le fond. Ces panneaux devraient être visibles presque autant que le sable éclairé, et cette zone dans l'ombre devrait pouvoir être visible de façon claire. Au contraire, tout ce qui n'est pas éclairé directement par le soleil se trouve dans une ombre pratiquement noire, précisément parce que le sable, tout seul, n'est pas en mesure d'éclairer avec son propre reflet. Pour les mêmes raisons, on peut écarter l'hypothèse que ce soit la Terre qui éclaire les zones d'ombre du LEM. Si le reflet de la Terre était vraiment aussi lumineux, alors toutes les zones d'ombre sur le sol lunaire devraient être éclairées aussi. Mais ce n'est pas le cas. En aucun cas, on ne s'explique la luminosité pratiquement égale entre la partie frappée directement par le soleil et la zone du LEM à l'ombre. De fait, les photographes professionnels pensent que pour obtenir un résultat de ce type, il est nécessaire d'utiliser soit de grands panneaux réfléchissants, soit des lumières additionnelles placées du côté du photographe. La thèse, diciamo... Question. Étant donné que nous avons examiné les vidéos originales de Spacecraft Films et que les débunkers confirment qu'elles n'ont pas été modifiées, pouvez-vous expliquer pourquoi, à plusieurs reprises, le retard entre la question et la réponse est nettement inférieur à ce qu'il devrait être si la conversation avait réellement eu lieu entre la Terre et la Lune? Venons-en maintenant à un autre aspect des communications qui pose de sérieuses questions de crédibilité, les transmissions en direct à la télévision. Les 3 premières missions lunaires, Apollo 11, 12 et 14, avaient envoyé vers la Terre des images télé relativement mauvaises. Mais à partir d'Apollo 15, la technologie des transmissions télé fut complètement modernisée. Désormais, non seulement les astronautes disposaient du rover, la fameuse Jeep lunaire, mais ils avaient aussi une caméra couleur qui était montée sur le rover, nous permettant ainsi de suivre en direct à la télévision les différentes opérations sur le sol lunaire. Cette caméra, surnommée Rover TV, était manœuvrée à distance directement depuis la Terre par un technicien spécialisé. Pour transmettre les images vers la Terre, les astronautes disposaient d'une antenne spéciale en forme de parapluie montée elle aussi sur le même rover. Naturellement, les astronautes pouvaient transmettre les images seulement quand ils étaient à l'arrêt, entre 2 déplacements, car le parapluie devait être pointé avec précision vers la Terre avant de pouvoir commencer à transmettre. La Terre et la Lune sont en effet distantes de presque 400 000 km, et il suffit d'une erreur d'angle même minime pour que la transmission manque la cible. Sur le site de la NASA, on peut lire « L'antenne à haut gain émet dans un rayon assez fin qui permet à la parabole de 85 mètres située sur Terre de recevoir le signal adéquat. L'antenne avait un gain nominal de 24 décibels au centre qui se réduisait à 20,5 décibels sur un cône de 10 degrés d'angle. » Autrement dit, en augmentant l'angle de transmission, on réduisait rapidement le signal. Pointer avec précision l'antenne n'était pas facile, écrit la NASA, et il fallait d'abord effectuer une délicate opération manuelle d'alignement de l'axe de l'antenne émettrice. Après quoi, les astronautes procédaient à l'opération précise de visée à l'aide d'un œillet optique monté directement sur l'antenne. Comme on peut le lire dans le manuel d'entraînement de la NASA, l'opération de visée de l'antenne requiert un instrument optique, puisque la Terre est large d'environ 2 degrés lorsqu'elle est regardée depuis la Lune. Ceci est l'œillet de visée de cet instrument optique. Chaque carré correspond à un angle d'environ 3 degrés. L'alignement de l'antenne, explique le manuel, doit rester dans les 2,5 degrés par rapport à la Terre. Cela se produit lorsque l'image de la Terre se trouve au centre de la cible. Le signal vidéo se dégrade de manière extrêmement rapide au-delà de ce point à cause du cône d'émission très fin de l'antenne. Autrement dit, il suffit d'une erreur d'alignement de 2 degrés dans n'importe quelle direction pour que la Terre soit totalement en dehors de la cible. Rappelons que la caméra et l'antenne sont toutes deux montées sur le rover et que par conséquent, une petite ondulation de la première équivaut à une même ondulation pour la seconde. C'est un problème bien connu pour qui s'occupe de transmission par satellite vers la Terre.
Les unités mobiles disposent en effet d'un système de pieds amovibles qui sont utilisés une fois l'engin transmetteur correctement positionné de façon à éviter toute oscillation. Et sur la Terre, la marge d'erreur est bien plus grande que pour une transmission depuis la Lune, car nous parlons d'une distance des satellites géostationnaires bien inférieure à celle entre la Terre et la Lune. Il est évident que pour maintenir la connexion avec la Terre, le rover devait rester pratiquement immobile pendant toute la durée de la transmission. Or, nous avons plusieurs situations où les astronautes font bouger ostensiblement le rover et donc aussi l'antenne sans pour autant que le signal ait été interrompu. En général, cela advient quand l'un des astronautes s'approche du rover pour y prendre ou y déposer des instruments. Pour évaluer l'ampleur des ondulations, il suffit de regarder comment la ligne d'horizon bouge tout au fond. Doté d'amortisseurs très souples, le rover oscille de façon visible dès que quelqu'un le touche. Mais comme nous l'avons dit, le signal télé ne décroche jamais. Rappelons que chaque oscillation de la caméra correspond aussi à une oscillation de l'antenne émettrice. Pourtant, comme par magie, le signal télé ne s'interrompt jamais et ne se dégrade pas le moins du monde. Vu à travers l'œillet de visée optique de l'antenne, les oscillations du parapluie doivent avoir ressemblé à cela. Question. Sur Terre, les véhicules émetteurs sont équipés de pieds amovibles pour les stabiliser pendant les transmissions. Pourquoi la NASA n'a-t-elle pas également équipé le rover qui devait transmettre d'une distance plusieurs dizaines de fois supérieure à celle d'un simple satellite en orbite terrestre ? Il est évident que si l'on voulait vérifier que le module lunaire était bien un engin capable d'atterrir et de repartir de la Lune, il suffirait de prendre les plans originaux du LEM et de les insérer dans un ordinateur moderne de simulation. Avec les outils informatiques dont nous disposons aujourd'hui, il serait en fait extrêmement facile de vérifier toutes les fonctionnalités du LEM sans avoir besoin de le renvoyer dans l'espace. Malheureusement, les plans originaux du module lunaire n'existent plus. Apparemment, la société Grumman, qui a construit le LEM, a décidé de s'en séparer car ces plans prenaient trop de place. Pour expliquer ce geste incompréhensible, le site de debunking Clavius affirme « Grumman est une société d'ingénierie aérospatiale et non un musée. Il ne désirait pas archiver les milliers de mètres cubes de documentation du projet et en assumer le coût. » Alors justement, pourquoi ne pas les donner à un musée ? Le LEM est la seule machine au monde à être parvenue à emmener des êtres humains sur un autre corps céleste. Il a donc une valeur exceptionnelle et il y a sûrement des dizaines de musées dans le monde qui se seraient mis en quatre pour pouvoir exposer au public ces plans de construction. Au lieu de cela, il faudrait croire que toute cette documentation a été détruite simplement parce qu'il n'y avait pas assez de place pour la stocker. Mais il y a un fait encore plus déconcertant que la disparition des plans du LEM. Il s'agit de la disparition des bandes originales qui contenaient les images des premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune. Now, nearly 40 years after the first moon landing, NASA has confessed that the original film depicting Neil Armstrong's giant leap has been lost. Well, not lost, says NASA, just can't be found. Nous parlons tout simplement ici du document le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Les premiers pas d'un être humain sur un autre corps céleste, le tout enregistré sur une bande magnétique par les stations réceptrices situées sur Terre. Comme tel, on s'attendrait à ce que ces bandes magnétiques soient conservées sous clé, dans un air à température et humidité ambiante contrôlée, dans un lieu accessible seulement par quelques personnes triées sur le volet. Mais rien de cela ne s'est produit. Avec une grande sérénité, la NASA nous explique qu'elle ne retrouve pas les bandes originales.
La nouvelle fut tellement déconcertante que le réalisateur Aaron Rannon a voulu vérifier tout ceci en personne en interviewant directement l'ex-directeur de vol de la mission Apollo 11, Jen Kranz. I haven't seen anything that indicates the telemetry data is even in existence, and as I said, even if we had it, we don't have the machines to play it back. But your own research has shown the telemetry data is missing. That's right. Dans les archives de la NASA aussi, au centre spatial Goddard du Maryland, Aaron a reçu la même réponse embarrassée. We've been unable to track it down. I mean, we don't know where this telemetry data ended up, and we don't know what path it may have taken. So, unfortunately, I'm afraid I can't really give you much of a clue as to where this data ended up and whether it still exists or not. Mais écoutons plutôt l'explication de ces faits inconcevables qui nous est donnée par les debunkers. L'ha persa per una ragione puramente burocratica. All'epoca questi nastri erano considerati inutilizzabili. La registrazione del segnale televisivo fuori standard fu registrata su una traccia dei nastri di telemetria, quelli che davano le pulsazioni, lo stato del veicolo e via dicendo. Secondo prassi, dopo un certo numero di anni, i dati di telemetria delle missioni, se non li chiama più nessuno, vengono mandati alla cancellazione, perché i nastri costano e allora non si lasciano lì a marcire, si smagnetizzano, si riutilizzano. D'après Attivissimo, donc, il y aurait une pratique habituelle de la NASA consistant à détruire automatiquement les bandes magnétiques si personne ne les a plus demandées. Même si ces bandes, comme nous l'avons vu, contiennent tout simplement la documentation la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Néanmoins, soyons clairs, la perte des images originales des premiers pas de l'homme sur la Lune n'est pas en soi un dommage irréparable, puisqu'il existe des copies de leur transmission numérisées récemment et qui sont même de meilleure qualité que les originaux disparus. Mais le problème est que ces bandes, en plus des images de la promenade lunaire, contenaient des données scientifiques importantes de télémétrie qui allaient du rythme cardiaque des astronautes aux mesures techniques de l'état des instruments du LEM, et donc aussi de sa situation effective dans l'espace à ce moment-là. Donc, si par hasard, le LEM ne se trouvait pas à cet instant à la surface de la Lune, ou si la situation à bord était, d'une façon ou d'une autre, différente de celle qui a été racontée, on aurait pu le déduire très facilement des données de télémétrie. Par conséquent, ceux qui le désirent peuvent tranquillement continuer à croire à l'histoire des bandes effacées et réutilisées parce que ça coûtait trop cher. Les autres peuvent voir poindre une question légitime. Qu'y avait-il donc de si important sur ces enregistrements qu'il faille inventer une excuse si peu crédible, justifiant de ne plus pouvoir donner accès aux chercheurs ou aux scientifiques qui voudraient les examiner? Analysons maintenant l'aspect des télécommunications entre la Terre et la Lune. Il y a en effet plusieurs éléments qui ne cadrent pas, comme par exemple le retard des communications radio entre la base de Houston et les astronautes. La distance entre la Terre et la Lune est d'environ 400 000 km. Pour cette raison, un signal radio met environ 1 seconde et 3 dixièmes à atteindre notre satellite et 1 autre seconde et 3 dixièmes pour revenir à la base. Cela signifie que lorsque le centre de Houston posait une question aux astronautes sur la Lune, leur réponse aurait dû mettre au moins 2,6 secondes à revenir à la base. 1 seconde 3 dixièmes pour que la question parvienne à l'astronaute et 1 seconde 3 dixièmes pour que la réponse revienne sur la Terre. Pourtant, il y a certains cas où la réponse des astronautes arrive bien avant ce délai. Voici un exemple. Roger, Jim, copy. And are you progressing towards Dune Crater now? Yes. La réponse est quasi immédiate. Elle met à peine plus d'1 seconde pour nous revenir. Roger, Jim, copy. And are you progressing towards Dune Crater now? Yes. Ceci est la piste audio originale. Et voici la partie qui contient la question venant de Houston. Et là, la réponse de l'astronaute. Le temps entre la fin de la question et la réponse est seulement de 1 seconde et 1 dixième. Roger, Jim, copy. And are you progressing towards Dune Crater now? Yes. C'est trop court pour que cette conversation ait pu se produire entre la Terre et la Lune.